C'est très années 90 ce truc. Le 11 mars 44, alors que Paris vit au rythme de l'occupation, les policiers découvrent un charnier dans un hôtel particulier d'un médecin parisien. Marcel Petiot, le docteur Satan du régime de Vichy, c'est l'histoire que je vous raconte aujourd'hui. Join us, support us, join us, support us. Just because the media sponsors the draconian law, the brutal police action, and we have the judiciary working at the behest of the political leaders. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est une vidéo un peu spéciale que je vous fais aujourd'hui parce que je ne la fais pas seule. Cette vidéo là, elle est en collaboration avec Morgane de la chaîne Eline Crime, qui est une super connaissance que j'ai maintenant et avec qui on échange beaucoup. Et on s'est dit qu'on allait faire une vidéo sur un sujet qui pourrait presque être d'actualité, puisqu'on est un peu dans un régime de Vichy en ce moment avec les couvre-feux, le confinement. On se sent un peu dans un truc un peu bizarre. Bref. Toujours est-il qu'on s'est dit que finalement vous parler d'un tueur en série de cette période-là pourrait être hyper intéressant. Et donc on a choisi de vous parler du docteur Marcel Petiot. La première partie, moi, de la vidéo, je vais la réaliser pour ma part sur qui est le docteur Marcel Petiot. Morgane de son côté va vous expliquer un peu plus là où les choses dérapent et où ça craint un peu plus. Bref, c'est la première partie de la vidéo et pour la seconde partie, je vous laisserai aller sur la chaîne d'Eline Crime dont je vous laisse le lien dans la description. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner, que ce soit à ma chaîne évidemment, mais aussi à la sienne. Elle fait des choses très très intéressantes sur des histoires qui sont peu connues et souvent qui datent d'un temps assez ancien. Et c'est franchement plutôt très passionnant. Donc je vous invite vraiment à aller vous abonner à la chaîne de Morgane. C'est très très chouette ce qu'elle vous présente. Bref, rentrons un petit peu dans le vif du sujet. Je vais vous expliquer un petit peu qui est Marcel Petiot. Alors Marcel Petiot, il est né le 17 janvier 87 à Auxerre. Il est le fils aîné de Félix Petiot, un employé des postes et des télégraphes de sa ville, et de Marthe Bourdon, qui est femme au foyer. Sa famille, elle est plutôt issue de la petite bourgeoisie bourguignonne. Il vit au 100 rue de Paris à Auxerre et dès son enfance, Marcel Petiot, il fait preuve d'une très très grande intelligence. C'est vraiment un enfant qui a un QI assez élevé et qui est très précoce. Par exemple, à l'âge de 5 ans, il va lire comme un enfant de 10 ans. Néanmoins, très vite, il va manifester des signes de violence. Il distribue par exemple des images obscènes à l'école, il tire au revolver sur des chats et lorsque sa mère va adopter elle-même un chaton, il va ébouillanter les pattes de ce dernier avant de l'étrangler. Alors âgé de 12 ans, Marcel Petiot perd sa maman qui est à l'époque internée à Sainte-Anne pour une pathologie psychiatrique. Il part alors avec son père nommé receveur à Joigny et par la suite il va être renvoyé de plusieurs écoles à cause de son indiscipline. À 17 ans, il est arrêté pour avoir fracturé des boîtes aux lettres parce qu'il souhaitait en fait simplement lire les lettres et les cartes postales. Alors là où tout le monde aurait cherché certainement de l'argent, lui non, il va lire les lettres des gens, tout simplement. Un psychiatre va alors le déclarer bipolaire et va estimer qu'il est inapte à être jugé, ce qui va du coup lui éviter une condamnation. Il entame ensuite des études de médecine qu'il abandonnera durant la Première Guerre mondiale pour s'enrôler dans l'armée en janvier 1916. Avant d'être blessé par un éclat de grenade en 1917, et il va alors être accusé de vol de couverture à l'hôpital où il est soigné et il fait un court séjour à l'hôpital militaire d'Orléans avant d'être interné à l'hôpital psychiatrique de Fleury-les-Aubrais où il est déclaré neurasthénique. Alors neurasthénique en gros c'est une grosse fatigue nerveuse pour être un peu plus clair. Bref, donc une neurasthénie, dépressif aussi paranoïaque et sujet à des phobies tout en étant un peu déséquilibré mental. Il est malgré tout renvoyé au front en 1918 avant d'être de nouveau blessé puis réformé suite à ses troubles psychiatriques.
Son pourcentage d'invalidité sera plusieurs fois revu, tantôt à la hausse, tantôt à la baisse, avant que la toute dernière commission ne conclue à une psychose mélancolique, une démence précoce et une obsession de la persécution. Grâce à son statut d'ancien combattant, il va bénéficier d'un accès un peu plus facile aux études et d'une procédure accélérée qui va lui permettre d'obtenir son diplôme de médecine en seulement 3 ans avec une mention très bien. À l'époque, sa thèse porte sur le syndrome de Landry, c'est le syndrome qu'on appelle aujourd'hui syndrome de Guillain-Barré, qui est une maladie auto-immune du système nerveux. Certaines rumeurs vont même dire qu'il a pu réaliser des expériences sur des humains dans le but de soigner certaines maladies, mais on n'a pas vraiment eu de preuve que ça a été fait. On n'a rien trouvé vraiment en ce sens-là, c'était un peu vraiment que des on-dit. En 1922, il ouvre un cabinet médical à Villeneuve-sur-Yonne où il va devenir très populaire. À ce moment-là, il offre beaucoup de consultations et de vaccinations aux plus pauvres, mais il se fait aussi remarquer pour sa propension à la kleptomanie. Il vole énormément de choses à ses patients. Parfois, le petit bibelot qu'on trouve chez certains de ses patients se retrouve sur son bureau. Il devient en 1925 conseiller municipal, puis ensuite maire de sa ville, donc à Villeneuve, en 1926, avant d'épouser en 1927 Georgette Lablé. C'est une fille de commerçant avec qui il va avoir un enfant du nom de Gerhardt et qui sera leur fils unique qui naîtra le 19 avril 1928. Par la suite, il est plusieurs fois cité devant les tribunaux pour divers petits délits. Parfois, c'est de l'arnaque à l'assurance, parfois, c'est du détournement de fonds. Et en 1931, il est révoqué de son mandat de maire et devient conseiller général avant d'être privé de tout mandat électif en 1934 après avoir trafiqué un compteur électrique. Ce qui est quand même assez drôle, en sachant qu'avec tout ce qu'il a fait auparavant, il est simplement condamné pour avoir trafiqué un compteur électrique. Bon. Et finalement, on se rend compte que c'est vraiment une toute petite partie de ses méfaits, mais ça, Morgane vous l'expliquera sur la deuxième partie de la vidéo beaucoup mieux que moi. C'est à ce moment-là que plusieurs disparitions inexpliquées vont commencer à susciter un peu des rumeurs au sein de la communauté. Sa bonne Louisette tout d'abord, dont il semblerait être l'amant et qui était visiblement enceinte. Elle aurait dit à certaines connaissances que de toute façon Marcel allait arranger ça, traduction qu'il allait faire une IVG en bonne et due forme, et elle a disparu. Et puis les deux bonnes suivantes, même chose, il les engage, avec lui il partage tout autant sa couche et de la même manière, elles disparaissent. Mais aussi, Madame de Bove, qui était la patronne de la laiterie de sa ville et qui est décédée dans l'incendie de cette dernière, non pas d'asphyxie, mais visiblement de coups portés au niveau de la tête. Alors poursuivi pour divers délits par la justice, Petiot fuit un peu ses problèmes et part s'installer à Paris en 1933. Il ouvre alors un nouveau cabinet médical où il va organiser une grande publicité pour s'attirer des patients qui souffrent de divers maux en vantant sa pratique de l'électrothérapie et sa spécialisation dans la désintoxication. Il va alors délivrer plusieurs ordonnances à des toxicomanes sans être jamais inquiété de son pseudo-trafic de stupéfiants. En 1936, il est arrêté pour avoir volé un livre dans une librairie que tout le monde connaît qui s'appelle Gilbert Joseph et il est alors déclaré aliéné mental et échappe de nouveau entre guillemets à la prison du fait de son état psychologique. Il sera interné à la maison de santé d'Ivry pendant 7 mois. Les experts psychiatriques vont le déclarer tantôt complètement délirant et irresponsable, tantôt comme un individu qui est complètement dépourvu de tout sens moral. Néanmoins, il va être relâché le 20 février 1937 et il va reprendre complètement tranquillement ses consultations. Marcel Petiot va ensuite acheter un hôtel particulier rue Le Sueur à Paris en août 1941 où il va faire réaliser de nombreux travaux. Il va surélever le mur mitoyen pour éviter qu'il y ait trop de vis-à-vis. Il va transformer les communs en cabinet médical avec évidemment de l'argent qu'il a volé
devinez à qui? À ses patients. Dès l'année 1942, il propose à des personnes qui craignent d'être poursuivies par la Gestapo un passage clandestin en Argentine. Il se fait alors appeler Docteur Eugène et va recruter 2 rabatteurs, Raoul Fourier et Edmond Pintard. Les prétendants à l'évasion doivent se présenter donc chez Marcel Petiot avec un peu tous leurs objets de valeur pour espérer pouvoir s'évader. Mais ces derniers disparaissent tous de manière un peu mystérieuse sans atteindre jamais la frontière argentine. Le premier à disparaître, c'est Joachim Guschinoff, qui est un voisin juif de Petiot et qui est venu avec l'équivalent à peu près de 300 000 € en diamants et qui ne sera absolument jamais revu. Normalement, il devait partir avec sa femme, mais finalement, cette dernière s'est ravisée. On l'a soupçonné potentiellement de vouloir rester avec son amant, mais on n'a jamais vraiment su le fin mot de l'histoire. Toujours est-il que cette dame a cherché son mari pendant des années et ne l'a jamais trouvé. Par la suite, Petiot va s'en prendre à des familles entières à qui il va proposer des tarifs de groupe pour passer la frontière. Les victimes vont être essentiellement juives ou alors ce sont des malfrats qui souhaitent se faire oublier. Parallèlement, d'autres personnes qui connaissent le docteur et qui risquent de le dénoncer disparaissent et ne vont jamais être retrouvées. Grâce au service allemand et à un indicateur français qui nommé Beretta, Petiot est arrêté et torturé pendant 8 mois à la prison de Fresnes, mais il ne va jamais rien avouer. Il va dire qu'il n'a jamais entretenu aucun lien avec la résistance et il sera donc libéré en janvier 1944 à défaut de preuves. Et à ce moment-là, il va décider de faire disparaître totalement les indices qui pourraient l'incriminer. Et ce sera tout pour cette première partie qui, j'espère, vous aura intéressé. La seconde partie va être faite, comme je vous l'ai déjà expliqué, par Morgane de la chaîne Eline Crime. J'espère qu'elle vous plaira tout autant. Si c'est le cas, en tout cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, à activer la cloche des notifications et à me laisser un petit commentaire. Faites aussi la même chose avec Morgane parce qu'il y a du boulot derrière et qu'elle le fait très très bien et j'espère vraiment que sa chaîne vous plaira. Dans tous les cas, moi je vous retrouve le plus vite possible pour une nouvelle vidéo en espérant que j'ai un chat qui me laisse un petit peu travailler. Je vous souhaite à tous en tout cas de vivre un bon second confinement puisque nous sommes tous coincés chez nous. J'espère que ça me permettra en tout cas de vous faire un peu plus de vidéos que ce que je vous produis actuellement. Je m'y engage pas mais j'espère en tout cas pouvoir vous en faire un peu plus et être là un peu plus souvent. En tout cas, vous n'hésitez pas comme d'habitude à venir échanger avec moi sur les réseaux sociaux, ça me fait toujours plaisir. C'est toujours chouette de pouvoir discuter avec vous. Et puis, en attendant, prenez bien soin de vous, prenez soin de vos proches et moi je vous dis à très très bientôt. Ciao! I had a funny call the other day. He said,